Donc, je vais vous présenter effectivement mes travaux de thèse, réalisés sous la direction de Jérôme Lecause, ici présent, et Céline Berny, ici présente. Réalisés ici à IFTA, avec un soutien de la CNR, la Compagnie Nationale du Rhône. Donc, mes travaux s'intitulent « Mesures acoustiques des sédiments en suspension dans les rivières ». Alors, dans les rivières, il y a du courant, et ce courant transporte naturellement des matériaux qui proviennent de l'érosion du bassin versant et du lit de la rivière. Et parmi ces matériaux, il y en a qui sont assez gros, c'est des cailloux, des graviers, qui sont transportés au fond de la rivière. Sous l'action du courant, ils vont glisser, rouler, vont faire des petits bonds. C'est ce que l'on appelle le charriage. Mais dans ma thèse, je ne m'intéresse pas à ce processus de charriage. Ce qui m'intéresse, ce sont des particules beaucoup plus petites, inférieures à 1 mm, qui sont mélangées dans la rivière, mélangées dans la colonne d'eau, et c'est ce que l'on appelle la suspension. Donc ces matériaux sont transportés par le courant en suspension. Parmi les sédiments en suspension, on distingue deux grandes catégories, généralement. Il y a d'abord les sédiments fins, qui, comme leur nom l'indique, sont des particules très petites, de l'ordre de 1 à 20 micromètres, principalement d'argile et de limon. Ces sédiments fins sont en général assez bien mélangés dans la colonne d'eau. Il y a aussi parfois, pas toujours, proche du fond, des particules plus grosses de sable, de l'ordre de quelques centaines de micromètres. Et ces particules sont assez mal mélangées dans la rivière, on les trouve plutôt proches du fond et avec une répartition assez hétérogène sur la section en travers. Excuse me, Alec, can you just shut down your microphone? Is it possible? Because we hear it. I can make it. Ah, excusez-moi. C'est bon, très bien. Thank you. Si on prend un petit volume d'eau près du fond de la rivière, on observe assez souvent en rivière une distribution des tailles des particules que l'on appelle une distribution granulométrique bimodale, avec un premier mode qui correspond au sédiment fin, ici qui va être centré vers une dizaine de micromètres, et un second mode qui correspond au sable, ici vers 200 micromètres. Donc voilà pour les sédiments en suspension. Alors pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux sédiments en suspension? Déjà pour donner un ordre de grandeur, dans le Rhône, le flux de sédiments en suspension qui arrive à l'embouchure, donc en Méditerranée, ça représente environ 16 millions de tonnes par an. Et depuis la révolution industrielle et même avant, les activités humaines ont modifié l'hydraulique des rivières en construisant des barrages, des digues de protection contre les crues, et aussi l'occupation des sols, et ça a un impact sur la façon dont les sols vont s'éroder, soit favoriser l'érosion, soit au contraire la réduire, et donc ça modifie la quantité de sédiments qui arrivent dans les rivières, et ensuite la façon dont ces sédiments sont transportés. Et à partir de là, on va avoir des modifications sur un certain nombre de thématiques, par exemple sur les écosystèmes, donc en particulier les habitats. Les sédiments peuvent se déposer dans certains endroits de la rivière et avec des processus de végétalisation, cela peut favoriser et bien ensuite les inondations. Les ouvrages hydrauliques tels que les barrages ont tendance à se combler à cause des sédiments en suspension, donc on a aussi un impact sur la gestion de ces ouvrages. Il y a un certain nombre de pollutions qui vont se fixer sur les sédiments fins qui vont être transportés par ces sédiments, ou encore en réduisant le flux de sable, par exemple, dans certains grands cours d'eau, eh bien, on peut favoriser l'érosion, notamment l'érosion côtière autour des deltas des fleuves. Et ça peut poser certains problèmes. Donc là, pour tous ces enjeux, eh bien, c'est pour ça qu'on étudie les sédiments en suspension, parce que c'est lié à un certain nombre d'enjeux. Je ne sais pas si ça marche la visio là ou... Si, c'est bon. C'est bon. Ok. Is everything okay, Alex? Ah ouais, je pense qu'il a répondu. Ok. Très bien. Donc, pour ce type d'enjeu, on cherche à mieux connaître ce phénomène. Ici, à RTA, il y a des équipes qui étudient ce phénomène, qui essaient de mieux le comprendre et d'anticiper ces évolutions. Et pour étudier ce phénomène, il faut d'abord le mesurer, et ça, c'est le sujet de ma thèse, c'est de mesurer les sédiments en suspension, et en particulier de mesurer la concentration de ces sédiments.
Alors là, je vous montre une petite vidéo sur la technique de mesure qu'on utilise le plus finalement actuellement, qui consiste à réaliser un prélèvement dans la rivière. Donc on utilise une sorte de bouteille avec un système de fermeture. On va envoyer un plomb sur le système de fermeture pour fermer la bouteille à la profondeur que l'on souhaite. Donc on envoie la bouteille dans l'eau, on envoie les plombs pour fermer la bouteille, et on récupère un échantillon d'eau avec des sédiments en suspension que l'on va aller analyser au laboratoire. Donc, il existe d'autres systèmes de prélèvement, il y a plusieurs sortes, mais à chaque fois, c'est une mesure qui va être coûteuse donc en temps et en moyens humains, et c'est des mesures ponctuelles, donc ponctuelles dans le temps à un instant donné, et en un point donné de la rivière. On utilise aussi régulièrement une autre technique qui est la mesure de turbidité optique. Donc on va mesurer l'opacité de l'eau qui est corrélée à la concentration des sédiments en suspension. Cette technique permet de mesurer les sédiments en continu, mais c'est une technique qui est sensible presque uniquement aux sédiments fins, qui est très peu sensible au sable, et c'est aussi toujours une mesure qui est ponctuelle dans l'espace. Donc les techniques de mesure que nous avons actuellement possèdent des résolutions spatiales très faibles. Et ça nous pose un problème, puisque ce qui nous intéresse au final, c'est de connaître le flux de sédiments en suspension, c'est-à-dire combien de tonnes par an vont être transportées par le fleuve. Et pour mesurer ce flux, il faut d'abord mesurer la vitesse dans la section du fleuve, et ça on arrive à peu près bien à le mesurer. Donc là je vous montre un exemple de mesure de la vitesse dans une section d'un fleuve. Et ensuite, il faut mesurer la concentration. Et alors pour cela, on va utiliser soit un turbidimètre optique, et là on va avoir un seul point de mesure, soit on peut faire des prélèvements, donc on va avoir quelques points de mesure, mais à chaque fois avec une résolution très limitée. Et si par exemple, le transport de sable s'effectue entre deux endroits où on prélève, on va rater finalement ces sédiments, et cela va entraîner des incertitudes assez fortes sur l'estimation du flux solide. D'où l'intérêt d'essayer de développer de nouvelles techniques de mesure des sédiments en suspension. Et il y a une technologie qui est assez prometteuse, c'est la technologie sonar. Il se trouve qu'on utilise déjà des sonars que l'on appelle des ADCP en rivière. C'est des sonars qui mesurent l'effet Doppler et que l'on place donc à la surface de la rivière et qu'on déplace dans la rivière. Et les ADCP nous donnent une mesure de vitesse, ce qu'on vient de voir tout à l'heure, donc de vitesse dans la section. Et avec cette mesure de vitesse plus la mesure de la profondeur, on est capable de calculer le débit de la rivière. Mais ces ADCP nous donnent non seulement un profil de vitesse, mais aussi un profil d'intensité acoustique, c'est-à-dire la force de l'écho qui est renvoyé par la rivière. Et c'est ce qui nous intéresse ici, puisque donc, on sait que cette intensité acoustique, elle est liée aux particules en suspension, et on observe assez souvent ce genre de profil avec plus de signal vers le fond, et là on sait que c'est là qu'on peut avoir du sable en suspension, et aussi on voit que c'est assez hétérogène, donc ça ressemble beaucoup à des suspensions de sable. Donc on se pose la question, est-ce que ce signal est lié à du sable, et est-ce qu'on pourrait, avec ces instruments, avec cette technologie, mesurer les sédiments en suspension dans les rivières. Donc c'est l'objectif de ma thèse, c'est de développer des méthodes d'inversion acoustique pour mesurer la concentration des sédiments en suspension dans les rivières. Autrement dit, on prend un sonar qui va mesurer un signal acoustique, et derrière, mon objectif, c'est, à partir de ce signal acoustique, de calculer la concentration en grammes par litre qu'il y avait dans la rivière. Alors comment est-ce que cela fonctionne? Donc, si on prend une rivière avec des sédiments en suspension, on va utiliser un sonar. Donc là, ce n'est pas un ADCP, c'est un sonar un peu plus spécifique que j'ai utilisé dans ma thèse. On le connecte à un ordinateur. Et ce sonar va envoyer dans l'eau une onde sonore, une onde sonore très courte qu'on appelle un pulse. Et ce pulse se propage, donc se déplace dans la colonne d'eau. Et à chaque fois que le pulse rencontre des particules en suspension, ces particules vont émettre un écho, et l'écho qui revient vers le sonar, c'est ce que l'on appelle la rétrodiffusion. Et le sonar enregistre la rétrodiffusion. L'intérêt de la rétrodiffusion, c'est que plus on va avoir de particules, plus la rétrodiffusion sera importante. Donc plus le signal enregistré avec le sonar sera important. De même, plus les particules seront grosses, et plus on aura donc de rétrodiffusion, et plus le signal du sonar sera important. Donc jusque-là, on est assez content, ça marche plutôt bien. On a une relation entre ce que l'on mesure avec notre sonar et ce que l'on cherche à connaître, c'est-à-dire les particules en suspension. Mais cette technique ne marche pas si bien en rivière, puisqu'on a un problème,
Et ce problème, c'est le phénomène d'atténuation acoustique. Car lorsque le pulse sonore se déplace donc, dans la colonne d'eau, eh bien, il perd de l'énergie, il perd en intensité, et c'est ce que l'on appelle le phénomène d'atténuation. Ce phénomène d'atténuation, il est causé d'une part par la divergence géométrique, c'est le fait qu'on répartisse la même énergie sur une surface de plus en plus grande. Il est lié aussi à l'eau qui va absorber une partie de l'énergie acoustique, et surtout, l'atténuation est aussi en partie due aux particules en suspension, c'est-à-dire ce que l'on cherche à mesurer. Et c'est ça qui nous pose problème, parce que plus il va y avoir de particules en suspension, et bien plus l'atténuation sera importante, et plus les particules seront grosses, et bien là c'est un petit peu plus compliqué, soit l'atténuation aura tendance à augmenter, soit à diminuer, cela va dépendre de la taille des particules. Donc, si je résume, il y a deux processus dans la rivière pour l'acoustique. Donc d'abord la rétrodiffusion, que l'on va noter SV, et qui est proportionnelle à la concentration, et l'atténuation, que l'on note alpha S, et qui est aussi proportionnelle à la concentration. Donc si la concentration augmente, eh bien la rétrodiffusion augmente et l'atténuation augmente. Alors ça, c'est vrai si la taille des particules ne varie pas. Si la taille varie, eh bien c'est un petit peu plus compliqué. Mais si la taille ne varie pas, alors pardon, si la taille ne change pas, si la taille ne varie pas, on obtient ce genre de mesure avec notre sonar. Donc là, c'est la mesure du sonar et puis la concentration. Donc quand la concentration augmente, au début, on va avoir tendance à augmenter le signal qu'on reçoit avec notre sonar, puisque la rétrodiffusion augmente. Mais il y a un moment où la tendance s'inverse, et quand la concentration augmente, eh bien là, au contraire, le signal enregistré avec le sonar diminuera, car le phénomène d'atténuation devient à ce moment-là dominant. Donc là, on comprend le problème auquel on est confronté, puisque pour une même mesure sonar, eh bien, on peut avoir plusieurs valeurs de concentration. Donc on n'a pas de relation simple entre ce que l'on mesure au niveau acoustique et la concentration. Sauf dans un cas particulier, sauf quand on a une suspension homogène. À ce moment-là, quand la suspension est homogène, eh bien, on peut avoir une mesure directe de l'atténuation alpha S qui est proportionnelle à la concentration, et de la rétrodiffusion SV, qui est aussi proportionnelle à la concentration. Alors là, j'ai marqué si l'instrument est étalonné. Instrument étalonné, ça veut dire qu'on connaît ses caractéristiques et la manière de répondre à la rétrodiffusion. Donc si l'instrument est étalonné, on peut avoir une mesure du SV. S'il n'est pas étalonné, on a simplement une mesure relative. Donc cette suspension homogène qui est assez intéressante, on arrive à avoir cette condition en rivière, en général, en déployant l'instrument horizontalement. Donc si on prend une section en travers de la rivière, eh bien, on déploie un instrument acoustique horizontalement, donc avec un faisceau acoustique ici horizontal, et dans ce faisceau acoustique, on arrive en général à avoir une concentration à peu près constante et une taille des particules à peu près constante. Et dans cette configuration, on peut alors mesurer directement l'atténuation alpha S, voire la rétrodiffusion SV, et essayer de trouver une relation entre la concentration et une grandeur acoustique, donc alpha S ou SV. C'est ce qu'on appelle de la calibration. Ces approches de calibration, elles ont été pas mal étudiées donc, ces 10 dernières années. Alors il y a un certain nombre de travaux là-dessus. J'en profite pour noter que eh bien, les travaux de Stéphane Imon, qui a fait sa thèse, ici présente, qui a fait sa thèse ici à IRSTEA il y a quelques années, utilisait aussi des ADCP horizontaux donc, dans cette configuration. Alors ce n'est pas que de la calibration, mais c'est ce genre d'approche. Et mes travaux sont en quelque sorte la continuation de ces travaux de Stéphane Imon. Donc ces approches déploiement horizontal, calibration, ça marche plutôt bien maintenant en rivière. Alors là, je vous montre quelques exemples tirés de la littérature où on arrive à trouver des relations linéaires entre une grandeur acoustique et la concentration. Et on a assez de recul maintenant pour voir que eh bien, ces approches calibration, ça marche le mieux dans le cas où on fait une calibration entre l'atténuation alpha S et la concentration des sédiments fins. Un des problèmes de ce genre de méthode, c'est que si les caractéristiques des particules changent, et notamment si leur taille change, eh bien, la relation de calibration change. Donc si, par exemple, au cours d'une crue, les sédiments, la taille des sédiments change, ce qui arrive, eh bien, il faut refaire la relation de calibration. Et puis, donc on va avoir une mesure en continu dans le temps de la concentration, mais ça reste une mesure limitée spatialement en un point de la rivière, de manière similaire à un turbidimètre optique. D'où l'intérêt d'essayer de déployer l'instrument verticalement. Pardon. Donc déployer l'instrument verticalement et voir le déplacer en haut de la rivière pour
essayer de mesurer sur toute la section de la rivière. Le problème quand on fait ce genre de déploiement, c'est que là, on n'a plus de suspension homogène le long du faisceau acoustique. Et donc, donc, il y a un certain nombre de travaux qui ont été réalisés avec ce genre de déploiement vertical avec des ADCP, mais comme on n'a plus de suspension homogène, on n'a plus de relation linéaire entre une grandeur acoustique et la concentration, et là, c'est beaucoup plus difficile de trouver justement ce genre de relation entre la grandeur acoustique et puis la concentration. Donc on arrive à des sortes de calibrations qui sont très liées à un instrument, à un site spécifique à un moment donné, et on n'arrive plus trop à bien comprendre ce qui se passe dans la rivière, et donc à savoir exactement pourquoi ça marche ou pourquoi ça ne marche pas. D'où l'objectif, ou plutôt l'approche de ma thèse, c'est d'essayer d'introduire un peu plus de physique dans cette approche de calibration pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe et d'améliorer ces méthodes. Alors, voilà, pour rajouter un peu de physique, on ne part pas de nulle part puisque ce genre de méthode existe déjà en océanographie. En effet, dans l'océan, on est maintenant à peu près capable de, à partir d'un signal acoustique, inverser une concentration de sable en suspension. Alors comment est-ce que ça a été développé? Eh bien, dans les années 1980 jusqu'aux années 2000, il y a un certain nombre de scientifiques qui ont étudié des suspensions de sable au laboratoire, donc en particulier monsieur professeur Alec Hay ici en visioconférence du Canada, aussi monsieur David Hurter. Donc en étudiant ces suspensions de sable, ils ont pu développer des modèles de réponse acoustique du sable en suspension, et derrière ça a ouvert la voie au développement de méthodes d'inversion du signal acoustique, et ensuite au déploiement d'instruments acoustiques sur le terrain, donc en général déployés comme ceci, comme sur la photo. On vient fixer les instruments sur des mouillages que l'on vient placer au fond de l'océan, qu'on laisse 15 jours, un mois. Ensuite on récupère les instruments, on a les données acoustiques, et à partir de ces données acoustiques on arrive à retrouver la concentration du sable en suspension avec des résolutions spatiales et temporelles qui sont tout à fait intéressantes. Donc, c'est ce que l'on souhaiterait finalement réaliser en rivière. D'où la première question de ma thèse, c'est est-ce que les techniques développées en océanographie fonctionnent-elles en rivière? Donc pour cela, on va dans la rivière, donc on va déployer un instrument acoustique multifréquence, donc un aquascat, je l'ai présenté ici. Donc, multifréquence, ça nous permet d'avoir beaucoup plus d'informations sur les sédiments en suspension, notamment sur leur taille, et c'est un instrument qui est étalonné. Et puis en même temps, on fait des prélèvements donc, dans la rivière, comme on a vu tout à l'heure, et à partir de ces prélèvements, on va avoir une donnée de concentration et de taille des particules, et là on est capable de faire du coup de la modélisation acoustique à partir de ces données, à partir des modèles qui ont été développés en océanographie, et on peut calculer la mesure sonar théorique qu'on devrait obtenir compte tenu des sédiments qu'on a dans la rivière. Et là, on peut comparer ce modèle à ce que l'on mesure vraiment dans la rivière. Et là, là ça ne marche pas. C'est un peu ça marche vraiment pas bien. On n'obtient pas du tout la même chose. Et quand on essaye d'inverser, donc de revenir à la concentration à partir du signal acoustique en rivière, là, on trouve absolument des valeurs complètement aberrantes. Donc la réponse, les techniques océanographie fonctionnent-elles en rivière? Et bien la réponse finalement c'est non. Et là on est un peu triste parce que non seulement ça ne marche pas, mais surtout on identifie que le problème, ça ne vient pas d'incertitude ou de problème de mesure, mais ça vient de la modélisation acoustique, c'est-à-dire de la théorie des modèles qu'on utilise. Donc première réponse de la thèse, finalement les techniques océanographiques, est-ce que ça fonctionne? Non. Donc il fallait quand même essayer, on a essayé, donc ça ne marche pas. Donc j'ai passé beaucoup de temps dans ma thèse finalement à essayer de comprendre d'où vient ce problème. Alors il y a des pistes, et donc c'est ce que je vais vous présenter maintenant dans la suite. Hein. Donc c'est première piste, est-ce qu'on prendrait mal en compte les sédiments? On va y revenir. Deuxième piste, est-ce qu'il y aurait d'autres sources de rétrodiffusion dans la rivière, des bulles d'air, de la flocculation? On va y revenir aussi. Et dernier point, dans quelles conditions est-ce qu'on pourrait s'affranchir de ces problèmes pour essayer quand même d'obtenir une information sur les sédiments en suspension dans la rivière? Voilà, donc premier point, les sédiments fins. Donc on se pose la question, est-ce que les écarts entre les modèles et les mesures acoustiques en rivière sont dus aux sédiments fins? Pourquoi est-ce qu'on pense que ça pourrait être dû aux sédiments fins? Parce qu'on se rappelle, donc dans la rivière, on a cette suspension bimodale, donc avec le mode sableux. Alors là,
le mode sableux, le sable, ça a été beaucoup étudié en océanographie, on ne voit pas trop pourquoi ça serait vraiment différent en rivière, et on pense que c'est la réponse acoustique du sable est assez bien connue. Par contre, on a beaucoup de sédiments fins en rivière, il y a eu peu d'études finalement sur la réponse acoustique des sédiments fins. C'est une grande différence avec l'océanographie, donc on se dit, eh bien, éventuellement, le problème c'est qu'on a ces sédiments fins en rivière, donc on va étudier une suspension de sédiments fins dans de bonnes conditions, donc au laboratoire, pour essayer de mieux connaître la réponse acoustique. Donc voilà le dispositif expérimental utilisé au laboratoire, c'est une cuve de 1 mètre cube, donc dans laquelle on a placé notre sonar ici, donc avec des transducteurs déployés horizontalement, et puis au fond des pompes qui permettent de créer de l'agitation et de maintenir les sédiments en suspension. Donc d'abord on remplit la cuve avec de l'eau claire, donc sans sédiments, pour mesurer le bruit de fond, un signal de bulle d'air, donc faire un certain nombre de tests. Et ensuite, on injecte des sédiments fins, prélevés directement dans le Rhône, donc dans la cuve. Donc ça crée une espèce de mélange, donc une suspension. Alors, on vérifie que la suspension est homogène. Ça nous a pris un certain temps avant d'obtenir une suspension homogène. Mais au final, ça a plutôt bien fonctionné. Et comme on a une suspension homogène, eh bien, on peut mesurer la réponse acoustique, c'est-à-dire l'atténuation alpha S et la rétrodiffusion SV. Et en même temps, on réalise des prélèvements dans la cuve. Donc, à partir de ce prélèvement, on mesure la concentration par filtration et la distribution granulométrique par granulométrie laser. Et à partir de ces données de concentration et de distribution granulométrique, on est capable de faire donc de la modélisation de la réponse acoustique, c'est-à-dire de modéliser l'atténuation alpha S et la rétrodiffusion SV. Et on peut comparer ensuite eh bien, ce qu'on a modélisé, donc là pour l'atténuation, donc là c'est l'atténuation modélisée et on compare à l'atténuation qu'on a mesurée dans la cuve. Donc là on voit que bien, ce qu'on aimerait bien c'est que les mesures tombent sur la ligne au milieu, ça veut dire bon accord entre le modèle et les mesures. Ce n'est pas vraiment le cas. L'atténuation que l'on mesure est plus forte que l'atténuation qui est modélisée, de l'ordre de 10 à 20%. Pour la rétrodiffusion, eh bien là, la rétrodiffusion qui est modélisée est plus forte que la rétrodiffusion mesurée, de l'ordre de 3 à 4 fois. Donc on se dit, bon, les modèles acoustiques là n'ont pas l'air de fonctionner très très bien, donc peut-être que ces modèles ne sont pas vraiment adaptés aux sédiments fins en rivière. Mais il y a une autre possibilité, c'est qu'on ait mal mesuré la taille des particules. Donc ça j'ai vérifié, donc en prenant une distribution granulométrique qui est assez proche de celle mesurée par granulométrie laser, donc dans la marge d'erreur, eh bien on peut obtenir finalement un accord bien meilleur entre les modèles acoustiques et les mesures acoustiques. Donc ça, ce problème de mesure de la taille, c'est un problème assez complexe puisqu'on a des particules qui sont très loin d'être sphériques. Donc là je vous montre une photo au microscope à balayage électronique des sédiments fins donc dans la cuve expérimentale. Donc on voit que c'est des particules très aplaties, très anguleuses. Et le problème, c'est que ce soit donc, les modèles acoustiques et la mesure de taille par granulométrie laser, eh bien, font des hypothèses de sphéricité des particules. Et donc là, on est assez loin de ce modèle sphérique. Donc finalement, difficile de conclure entre est-ce que ce sont les modèles acoustiques qui ne sont pas adaptés ou est-ce que finalement on a du mal à mesurer la taille des particules pour les sédiments fins. Mais on peut quand même essayer de faire une inversion acoustique sur le signal qu'on enregistre dans notre cuve. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire. J'ai testé un certain nombre de techniques d'inversion du signal et il y a deux techniques qui ont été développées dans la thèse qui ont donné des résultats relativement intéressants. Donc la première technique, une technique monofréquente qui utilise là un ratio de la rétrodiffusion sur l'atténuation. Donc là on compare donc ici la concentration inversée à partir de l'acoustique avec la concentration mesurée par prélèvement. Donc les résultats sont assez intéressants. Il faut fournir pour cette méthode quand même un paramètre au préalable, donc avant l'inversion. Ce paramètre, c'est la largeur de la distribution granulométrique, et ici, elle a été mesurée par granulométrie laser. Et puis, deuxième méthode d'inversion développée dans la thèse, c'est méthode multifréquence, donc qui utilise ici 4 fréquences. Et là, on a beaucoup moins de paramètres à fournir en avance, donc on inverse plus de paramètres. La concentration, mais aussi la distribution granulométrique, et un paramètre de rapport d'aspect qui prend en compte un certain aplatissement des particules. On pourra y revenir dans les questions tout à l'heure. Donc à partir de ces méthodes, on arrive à peu près à inverser quand même la concentration des sédiments fins.
Donc, conclusion des travaux en laboratoire, eh bien, on a vu que c'était difficile de conclure sur l'efficacité des modèles acoustiques. Peut-être qu'on a aussi un problème de mesure de la taille. On est quand même capable finalement de retrouver la concentration quand on a une suspension homogène. Hein, j'insiste encore, on avait une suspension homogène dans la cuve. Et ça va dans le sens des travaux de Stéphanie Moore, mais aussi d'autres travaux récents, où on voit qu'on arrive de mieux en mieux à inverser des suspensions homogènes à partir du signal acoustique. Donc on va finalement de plus en plus vers des applications type turbidimètre acoustique, donc un peu comme un turbidimètre optique, c'est-à-dire en un point de la rivière. L'avantage de l'acoustique par rapport à l'optique, ça pourrait être qu'il y a moins de problèmes de biofilm, moins de sensibilité à la taille des particules, et surtout qu'on est sensible aux sédiments fins, mais aussi au sable. Donc finalement, nos travaux en laboratoire, on essaie de répondre à cette question-là. Est-ce que les écarts entre les mesures et puis les modèles donc en rivière sont dus aux sédiments fins? Peut-être en partie, mais on ne sait pas trop finalement avec ce problème de mesure de la taille. Alors maintenant, retournons dans la rivière, hein, puisque c'est le cœur de la thèse. Alors, on a réalisé un certain nombre de mesures expérimentales, en particulier sur le Rhône. Là, je vous montre une carte des sites expérimentaux du Rhône. Donc Lyon est ici. Hein. Et donc ces sites ont été étudiés dans différentes conditions sédimentaires, allant de quelques dizaines de milligrammes par litre de sédiments en suspension jusqu'à plusieurs grammes par litre. Et à chaque fois, on réalise des prélèvements et évidemment des mesures acoustiques. Le problème quand on est en rivière, c'est qu'on n'a plus une suspension homogène et donc on n'est plus capable de mesurer la rétrodiffusion SV là, et l'atténuation alpha S sur toute la section de la rivière. Mais en bricolant un petit peu, on arrive quand même à mesurer ou au moins estimer la rétrodiffusion SV proche du sonar, donc proche de la surface. Et en faisant un prélèvement de surface, eh bien, on peut modéliser aussi la rétrodiffusion théorique, comme on a fait au laboratoire, et on peut comparer la rétrodiffusion théorique modélisée, hein, ici, à la rétrodiffusion qu'on mesure dans le Rhône pour les différents sites expérimentaux. Donc ici, le code couleur, ça représente la concentration. Et ce que l'on remarque, c'est que ce qu'on voudrait, c'est que les petites croix tombent sur les lignes en pointillé, c'est-à-dire bon accord entre le modèle et les mesures. À 4 et 5 MHz, on n'est pas trop mal, il y a quand même des différences importantes, mais ça a l'air pas trop mal. Par contre, en dessous de 2,5 MHz, eh bien, là, on a la rétrodiffusion qui est modélisée est trop faible par rapport à ce que l'on mesure, et surtout, donc, à basse fréquence, donc 0,3, 0,5 MHz, là, on a des différences entre le modèle et les mesures qui sont de plusieurs ordres de grandeur, 1 à 2 ordres de grandeur. Donc, surtout, ces erreurs, elles sont beaucoup plus importantes que ce qu'on avait pu avoir au laboratoire dans notre cube expérimental. Donc finalement, on a une deuxième partie de la réponse à cette question-là. Est-ce que les erreurs, les différences entre modèles et mesures en rivière sont dues uniquement aux sédiments fins? Eh bien, peut-être en partie, mais pas uniquement. Ces écarts entre les modèles et les mesures sont trop grands pour être dus uniquement à des problèmes d'incertitude de mesure ou d'incertitude de mesure de la taille ou bien de modélisation. Donc il y a là, on dit, bon, il doit y avoir autre chose. Il doit y avoir autre chose qui produit du signal de rétrodiffusion en rivière. Et donc on se pose la question finalement, qu'est-ce qui produit la rétrodiffusion en rivière? Alors, donc on pense qu'il y a d'autres phénomènes hors particules solides. Donc particules solides, c'est ce qu'on pensait à l'origine, c'est le sable et les sédiments fins qui produisent la rétrodiffusion. Et on pense qu'il y a d'autres choses. Donc on a des pistes, les pistes, donc ça pourrait être de la flocculation, des microbulles d'air, de la turbulence, qui peut créer des micro-gradients de température ou ségréguer des particules, ou encore des micro-organismes, des petites algues, éventuellement des invertébrés. Alors, dans ma thèse, je n'ai pas trop eu le temps de m'intéresser aux deux derniers phénomènes de turbulence micro-organismes. Maintenant, je vais vous présenter des éléments sur les deux premiers, flocculation et microbulles d'air. Alors, la flocculation, c'est un phénomène d'agrégation de petites particules, donc qui crée des amas de particules, en général en intégrant de la matière organique. C'est un phénomène compliqué à étudier, assez complexe. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails, juste regarder ce que ça donne au niveau acoustique. Alors là, je vous remets donc, ce graphique qui montre la rétrodiffusion mesurée dans le Rhône, proche de la surface, et puis la rétrodiffusion modélisée.
Donc la rétrodiffusion modélisée, là comme on est proche de la surface, ça va être la rétrodiffusion des sédiments fins, puisque en haut de la colonne d'eau, proche de la surface, on a quasiment uniquement que des sédiments fins dans la rivière. Et ce qu'on remarque, c'est que la rétrodiffusion modélisée, elle est de 1 à 2 ordres de grandeur inférieure à la rétrodiffusion qu'on mesure. Donc finalement, eh bien, ce qu'on dit, c'est que la rétrodiffusion des sédiments fins, elle est négligeable par rapport aux autres sources de rétrodiffusion et en quelque sorte masquée par les autres sources. D'autre part, on observe quand même il y a une croissance de la rétrodiffusion avec la concentration. Là, la concentration, c'est le code couleur. Donc, quand la concentration augmente, la rétrodiffusion augmente. On sait aussi que quand la concentration augmente, la flocculation a tendance à augmenter, et que quand on prend une suspension de particules fines qui floculent, eh bien la rétrodiffusion est beaucoup plus importante que la même suspension de particules mais non floculées. Ça, il y a un certain nombre d'études qui l'ont montré assez récemment. Et ces éléments nous font penser qu'il y a une influence de la floculation sur la rétrodiffusion en rivière, c'est-à-dire qu'on ait une rétrodiffusion qui augmente avec la concentration et qui soit bien supérieure à celle simplement des sédiments. Voilà, deuxième point, les microbulles d'air. Donc je vais vous montrer ici une petite formule. Donc là on écrit la rétrodiffusion SV égale VBI. Alors là c'est pour Volume Backscatter Index, c'est une grandeur que j'ai définie dans la thèse qui n'a pas beaucoup de sens physique mais qui est utile, fois la fréquence F puissance X, et X, la théorie acoustique nous dit que X doit valoir à peu près 4 en régime de Rayleigh, c'est-à-dire quand les particules sont très petites devant la longueur d'onde, et X doit valoir à peu près 0 en régime géométrique quand les particules sont grandes devant la longueur d'onde. Ça c'est de la théorie acoustique, mais globalement dans la rivière, on a plutôt des petites particules, si elles ne floculent pas, on doit avoir X à peu près égal à 4. Donc si on fixe X égale à 4 et qu'on utilise deux fréquences, eh bien on arrive à estimer le VBI, donc dans le Rhône en eau claire, donc avec très peu de sédiments en suspension. Donc c'est ce que je vous montre ici. Et ce qui est intéressant sur ce graphique, c'est pas tant la valeur du VBI que ses variations. Ce que l'on s'attend, c'est que la rétrodiffusion augmente donc vers le fond, on a vu du sable, etc. Donc on s'attend à ce que le VBI augmente vers le fond de la rivière. Par contre, ce à quoi on ne s'attend pas, c'est avoir ce genre de motif, donc de rétrodiffusion assez importante près de la surface, et là, bien, on ne voit pas trop à quoi est-ce que ça peut être dû. Donc, on se demande, est-ce que ça pourrait être dû à du sable? Donc là, on ne pense vraiment pas, puisque du sable en suspension, comme ça, proche de la surface, en général, c'est vraiment plutôt au fond. On se dit, est-ce que ça pourrait être des flocs ou des sédiments fins? Là aussi, ça paraît assez peu probable, parce qu'on ne voit pas pourquoi ça dessinerait ce genre de motif de rétrodiffusion important. Et en plus, on avait peu de sédiments en suspension dans la rivière. Donc là, je vous montre la concentration en milligrammes par litre à partir des prélèvements dans cette section. Donc peu de sédiments, assez bien homogènes. Donc on pense vraiment pas que ça puisse être des motifs liés à des sédiments. Par contre, ça ressemble beaucoup à des panaches ou des nuages de bulles d'air qui sont décrits encore une fois dans les travaux en océanographie, qui sont produits en surface et entraînés dans la colonne d'eau par la turbulence. Donc ce microbulle d'air, c'est de l'ordre d'une dizaine de micromètres, qui peuvent être produits par beaucoup de phénomènes, alors des vagues, du vent, des obstacles, etc. Éventuellement, on pourra y revenir. Donc ces éléments nous laissent fortement suspecter qu'il y a un impact des microbulles d'air sur la rétrodiffusion en rivière. Voilà, donc finalement, réponse à notre question, alors au moins réponse partielle, qu'est-ce qui produit la rétrodiffusion en rivière? Eh bien, ce qu'on pensait à l'origine, donc des particules solides, sable et sédiments fins, et aussi, on suspecte fortement des flocs et éventuellement des bulles d'air, voire d'autres sources de rétrodiffusion. Alors, je vais vous montrer ici un graphique qui vous montre la section efficace de rétrodiffusion, ici, en fonction de la fréquence. Donc section efficace de rétrodiffusion, c'est donc la rétrodiffusion, en gros, c'est la force de l'écho renvoyé par ces différentes sources de rétrodiffusion. Donc là, ce sont des modèles pour une particule fine de 10 micromètres, pour un floc de 140 micromètres, pour une particule de sable de 140 micromètres aussi, et puis pour une bulle de 10 micromètres. Ce qui est intéressant, c'est de voir que la rétrodiffusion ne varie pas de la même manière en fonction de la fréquence pour ces différentes sources de rétrodiffusion. Et que l'on va enregistrer avec notre sonar, c'est la somme
de toutes les rétrodiffusions, de toutes les sources qui sont dans la rivière. Et ce que l'on remarque sur ce genre de graphique, c'est que, par exemple, la rétrodiffusion d'une bulle, c'est 10 puissance 6, 10 puissance 7 fois la rétrodiffusion d'une particule fine. Donc, même si on a 1 million de particules fines et seulement quelques bulles, finalement, ce qu'on enregistre, c'est bien la rétrodiffusion des bulles. Et donc, suivant le type, la taille et le nombre des particules qui sont donc, dans la rivière, eh bien, certains diffuseurs vont être dominants, et ça va dépendre, encore une fois, de la fréquence. Donc, c'est un des apports de la thèse, c'est de un petit peu mieux comprendre, même s'il y a encore beaucoup de choses qu'on ne comprend pas et de choses un peu d'incertitude, mais on comprend un petit peu mieux comment fonctionne la rétrodiffusion en rivière. Alors maintenant, dernière grande question de la thèse, c'est une fois qu'on comprend un peu mieux, comment est-ce qu'on peut faire pour quand même essayer d'extraire une information sur eh bien, les sédiments en suspension à partir du signal acoustique. Donc là, je vais vous présenter une méthode d'inversion en rivière qui a été développée dans la thèse. Alors l'idée c'est, donc si on reprend ce graphique-là, l'idée c'est de se placer dans le cas qu'on connaît le mieux. C'est-à-dire que bulles et flocs, on a un peu du mal c'est assez compliqué. Par contre, ce qu'on connaît bien, on a vu, c'est surtout la rétrodiffusion du sable. Donc on va faire l'hypothèse que, eh bien, il y ait suffisamment de sable en suspension pour dominer la rétrodiffusion. Et on va aussi faire l'hypothèse qu'il y ait suffisamment de sédiments fins pour dominer l'atténuation. Alors ça, ce sont des hypothèses qui ne sont donc pas toujours rencontrées en rivière, mais qui sont quand même assez souvent utilisées parce que on rencontre ce cas relativement fréquemment, surtout dans des conditions, par exemple, de crue. On fait aussi deux autres hypothèses. La première, c'est que la distribution granulométrique des sédiments fins est identique partout dans la section. Donc, ça veut dire que le centre et la largeur du mode fin sont constants. Et d'autre part, la distribution granulométrique du sable est identique partout dans la section aussi. Donc pareil, centre et largeur du mode fin ne varient pas. Donc ça, ce sont des hypothèses fortes sur la taille des particules, des hypothèses en première approximation qui donnent quand même des résultats relativement intéressants. Par contre, on considère que la concentration des sédiments fins et du sable sont variables dans la section de la rivière. Donc sur la distribution granulométrique, ça se traduit par le fait que le poids du mode fin par rapport au mode sableux est variable. Et c'est ça qu'on inverse. Donc la méthode d'inversion, ça consiste à utiliser un sonar et donc à réaliser des prélèvements sur une verticale et notamment de faire un prélèvement près du fond de la rivière avec beaucoup de sable en suspension. Ensuite, on modélise la rétrodiffusion de cet échantillon de sable au fond de la rivière, enfin près du fond de la rivière. Et à partir de cette rétrodiffusion, eh bien, on estime l'atténuation acoustique entre le sable au fond de la rivière et le sonar qui est près de la surface. Et à partir de cette mesure d'atténuation, eh bien, et puis des prélèvements réalisés sur la verticale, on estime le coefficient d'atténuation zeta. Et comme on fait l'hypothèse que la taille des particules fines est constante sur la section de travers, eh bien, zeta est constant. À partir de là, on peut appliquer une méthode d'inversion, en particulier développée par David Hurter, ici présent, qui utilise deux fréquences et qui va nous permettre d'obtenir la concentration du sable en suspension sur la section en travers du cours d'eau. À partir de là, on peut estimer l'atténuation sur la section en travers et ensuite la concentration des sédiments fins. Là, je suis passé un petit peu vite sur cette méthode d'inversion. On pourrait y revenir. Je vous montre ce que ça donne en équation. On ne va pas rentrer dans les détails. On y reviendra pendant les questions si vous le désirez. Je vais simplement vous montrer ce que ça donne comme résultat, cette méthode. Donc là, c'est le site que l'on a étudié qui se situe à la confluence entre le Rhône et l'Isère. Donc le jour où on est allé faire les mesures, l'Isère était plutôt de cette couleur parce qu'il y avait donc une chasse de barrage à l'amont qui a relâché beaucoup de sédiments dans la rivière et en particulier du sable. Et nous avons réalisé des mesures sur la section en travers ici en pointillé, donc des mesures acoustiques et des prélèvements dans la colonne d'eau. Voilà, donc ça c'est donc ce premier résultat, donc c'est ce qu'on obtient avec la méthode d'inversion acoustique, donc la concentration des sédiments fins dans la section en travers du cours d'eau. Alors ici donc on a des zones où il y a du blanc, donc on n'a pas de données, parce qu'en fait on n'a plus de signal acoustique du fait d'une atténuation très importante liée aux sédiments fins.
Mais ce genre de section en travers est assez intéressante parce qu'on comprend bien ce qui se passe donc, à cette confluence de deux rivières. En effet, l'Isère est une rivière avec beaucoup de sédiments en suspension, un peu plus froide que le Rhône, donc l'eau de l'Isère est plus dense que le Rhône et va finalement plonger sous l'eau du Rhône. Donc ici, là, on voit l'eau de l'Isère qui plonge sous le Rhône, on voit très bien l'interface, et puis on voit ensuite le mélange entre l'eau de l'Isère et le Rhône, donc au fond du Rhône. La méthode d'inversion acoustique nous permet aussi d'estimer la concentration du sable en suspension. Donc, ce qu'on observe ici, c'est que dans l'Isère à gauche, eh bien, la concentration du sable a tendance à augmenter vers le fond de la rivière, c'est un peu ce à quoi on s'attend, et qu'on a certainement plus de sable dans l'Isère à gauche que dans le Rhône à droite. Alors, nous avons réalisé en même temps, enfin pas en même temps justement, mais peu après des prélèvements dans la section donc en travers. Alors là, je vous montre la concentration des sédiments fins et du sable issus des prélèvements. Donc on a séparé le sable des sédiments fins dans les prélèvements, donc ça prend du temps mais ça nous donne des mesures de qualité. Et puis là on compare donc à l'estimation de la concentration issue de l'inversion acoustique. Donc globalement on a quand même des erreurs, des différences assez importantes entre les mesures acoustiques et les prélèvements. Mais les ordres de grandeur sont à peu près conservés. Donc là, on voit en haut à gauche, hein, dans l'Isère, on a à peu près une dizaine de grammes par litre de sédiments fins. À droite, en haut, dans l'Isère, dans le Rhône, on a à peu près 0,2 grammes par litre. Et puis en bas à gauche, pour le sable, on a à peu près 1 gramme par litre au fond donc dans l'Isère. Et puis à droite, de l'ordre de 0,1 gramme par litre. Il faut voir aussi que les différences entre l'acoustique et les prélèvements sont aussi en partie liées au fait qu'on ne réalise pas les prélèvements en même temps que la mesure acoustique. Donc il y a aussi une variabilité la suspension qui est intégrée dans ces différences. Voilà, donc finalement, réponse à la dernière grande question de la thèse, comment est-ce qu'on peut faire pour extraire quand même une information sur les sédiments en suspension? Eh bien, la réponse qu'on apporte, donc il y a plein de façons de faire, mais globalement, il faut essayer, en tout cas en l'état actuel des connaissances, de se placer dans le cas où la rétrodiffusion et l'atténuation sont dominées par des particules solides, c'est-à-dire le cas qu'on connaît le mieux. Et puis, conclusion un peu plus précise sur la méthode d'inversion que je viens de vous présenter. Donc, on obtient des résultats intéressants quand la rétrodiffusion et l'atténuation sont dominées par les particules solides, hein, on vient de le dire. Quand on a des données de calibration de bonne qualité, donc il nous faut des prélèvements comme dans la rivière, et on a séparé le sable et les sédiments fins, donc c'est quand même des prélèvements assez spécifiques. Il faut aussi qu'on dispose d'un instrument multifréquence, puisque la méthode d'inversion acoustique utilise 2 fréquences, et que cet instrument soit étalonné. Donc on ne peut pas réaliser cette méthode avec un ADCP. Et puis c'est une méthode qui est quand même pas encore opérationnelle, hein, ça fonctionne que dans certains cas, et surtout ça demande quand même beaucoup encore d'expertise, donc on ne peut pas l'appliquer facilement comme cela. Pour aller plus loin, donc, je vais juste vous présenter un point qui a été soulevé dans la thèse, qui concerne la statistique du signal. Donc le signal sonar est un signal de nature statistique, c'est-à-dire que l'écho qu'on enregistre varie constamment, et on est obligé de faire des moyennes souvent, donc en général on utilise la moyenne quadratique. Et la théorie que l'on utilise nous prédit que la distribution statistique des échos enregistrés doit suivre une distribution de Rayleigh. Donc ça ne parle pas beaucoup aux non-spécialistes, mais globalement, ça veut dire que là je vous montre en des petits losanges, c'est la distribution statistique des échos du sonar enregistré dans le Rhône, hein, sur une mesure dans le Rhône, et puis en pointillé, eh bien, c'est distribution théorique de Rayleigh. Donc là, sur cette mesure, eh bien, on voit que les mesures suivent assez bien la théorie. Mais, et là on a un gros problème, c'est que ce n'est pas toujours le cas. Et la distribution des échos qu'on a observés dans la rivière s'éloigne assez régulièrement d'une distribution de Rayleigh, comme ici à 0,3 MHz. Alors il y a plusieurs causes, en tout cas possibilités pour expliquer ces phénomènes de déviation. Notamment ça pourrait être dû à un trop faible nombre de diffuseurs dominants dans le volume insonifié, donc trop peu de particules de sable qui dominent la rétrodiffusion par exemple. Et surtout, ça peut éventuellement remettre en cause l'hypothèse d'une suspension incohérente. Alors ça, c'est pareil, c'est assez spécifique, mais globalement, ça veut dire que ça pourrait, alors on ne sait pas trop, mais ça pourrait remettre en cause une hypothèse assez fondamentale de toute la théorie qu'on utilise, de tous les modèles que l'on utilise. Voilà, c'est un point qui a été
soulevés dans la thèse. Je n'ai pas du tout répondu. Je laisse ce plaisir à d'autres personnes parce que c'est un problème assez compliqué. Voilà, donc conclusion de ces travaux de thèse. Eh bien, donc, on a vu au laboratoire on a réussi quand même à inverser une suspension homogène de sédiments fins avec une précision de l'ordre de plus ou moins 20%, hein, mais dans la cuve au laboratoire sur une suspension homogène. En rivière, on a vu qu'on avait très certainement d'autres sources de rétrodiffusion, flocs, bulles d'air. Et puis, en utilisant une méthode mixte, c'est-à-dire qui utilise des données de calibration et de la modélisation acoustique, on arrive à obtenir quand même une information spatiale sur la concentration des sédiments fins et du sable dans la section de la rivière, encore une fois quand on se place dans le cas où la réponse acoustique est dominée par des particules solides. Quelques perspectives de ces travaux de thèse. Alors déjà des perspectives théoriques, puisqu'on a quand même montré qu'il y avait des problèmes sur les modèles qu'on utilise, donc ce qui serait bien c'est d'améliorer ces modèles, notamment essayer d'intégrer, pourquoi pas, la réponse des flocs, des bulles d'air. Mais avec ce qu'on vient de voir à l'instant sur le problème de statistique, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas forcément très facile. En tout cas, il y a peut-être des développements assez importants à faire sur ce camp. Autre perspective, là plus d'application, c'est, on en a parlé, d'essayer d'aller encore un peu plus loin vers les applications type turbidimètre acoustique. Donc souvent c'est en déployant les instruments acoustiques horizontalement dans les rivières. C'est quelque chose qui se fait déjà beaucoup aux États-Unis, notamment l'USGS utilise beaucoup ce genre de déploiement. Et les méthodes d'inversion qui ont été développées dans la thèse participent à un mouvement général d'amélioration de ces techniques type turbidimètre acoustique. Et l'avantage, encore une fois, de l'acoustique par rapport à l'optique là-dessus, c'est d'être sensible aux sédiments fins et aussi au sable. Autre perspective d'application, donc là, ça serait de rendre l'utilisation de l'Aquascat, donc l'instrument qui est ici un peu plus opérationnel en rivière, parce que pour l'instant c'est encore très recherche, donc ça serait d'essayer de diffuser un peu plus les codes qui ont été développés dans la thèse, ainsi qu'une petite application de visualisation et de traitement des données développées, pour essayer d'obtenir ce genre de graphiques que je vous ai présenté, qui nous donnent quand même une information spatiale intéressante, pour essayer de les obtenir un peu plus facilement qu'actuellement. Et puis, dernière perspective, sur niveau là plus de déploiement instrumental, on a vu dans ces travaux de thèse que le fait d'utiliser plusieurs fréquences nous donne beaucoup plus d'informations sur la suspension que si on utilise une seule fréquence. Alors là, je vous montre encore la rétrodiffusion de différentes sources. Et puis, les points verts, ce sont les fréquences qu'on a pu utiliser avec notre instrument ici. Donc, on peut utiliser simplement 4 fréquences en même temps, et on pouvait changer les fréquences, et donc on en a 6 en tout. Et le fait d'utiliser plus de fréquences nous donne beaucoup plus d'informations sur la réponse donc de la rétrodiffusion. Et l'idéal, ce qu'on aimerait bien, c'est pouvoir aller vers une mesure sur toute la gamme de fréquences. Donc on ne pourra jamais réussir à balayer toutes les fréquences, mais on voit que ça nous donne beaucoup plus d'informations encore sur la suspension. Et il y a des instruments qui sont des sonars large bande, donc qui font déjà des balayes un peu plus larges en fréquence. C'est déjà utilisé en océanographie, par exemple pour mesurer des poissons, des micro-organismes ou encore des phénomènes de turbulence. Et ces travaux ont montré vraiment l'intérêt d'utiliser ces approches, ces instruments large bande qui donnent beaucoup plus d'informations sur ce qui est les sources de rétrodiffusion. Voilà, donc ça serait intéressant de déployer ce genre d'instruments en rivière à l'avenir. Eh bien, je vous remercie de votre attention. Je voudrais aussi remercier